Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver à nouveau pour continuer à débattre avec nos personnalités expertes en matière de sécurité, de défense et de géopolitique autour du rapport publié par l'Institut Montaigne, Repenser la défense face aux crises du XXIe siècle. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Jean-Marie Dumont, qui est donc le directeur délégué général adjoint du GICAN. Les enjeux de l'industrie navale de défense en France sont très importants puisque nous sommes le leader européen du naval de défense, mais nous avons finalement en Europe une coopération, une consolidation industrielle encore insuffisante avec nos partenaires européens et nous sommes en compétition de plus en plus difficile entre l'émergence effectivement de champions asiatiques et principalement de la Chine et évidemment la vigueur de l'industrie navale de défense américaine, dopée par son propre marché domestique. Donc je dirais que dans les 15 ans à venir, l'industrie navale française et l'industrie navale européenne doivent relever des défis fondamentaux pour leur survie et aussi pour permettre à la France et à l'Europe de maintenir une autonomie stratégique absolument indispensable au niveau européen et français. Sur les menaces et la conflictualité que nous observons effectivement une augmentation des crises, le fait qu'elles deviennent de plus en plus systémiques. Nous l'avons bien vu avec la crise sanitaire, qui était une illustration de cette approche systémique, et du fait que le rapport de puissance, le rapport entre puissances, est de plus en plus exacerbé, et que la mer devient de plus en plus un théâtre d'affrontement, un théâtre de positionnement stratégique absolument indispensable pour la maîtrise de notre destin. Et la dimension économique du fait des flux maritimes est à 90% effectivement assurée par la mer, le fait que l'Internet, les communications passent à 99% par les fonds marins, et que l'impunité de la présence en mer permet d'asseoir une domination à terme sur ses adversaires, montre bien que les conflits en mer seront de plus en plus durs à l'avenir, ce qui veut dire que nous devons prendre en compte la primauté de ce fait stratégique pour permettre de doter nos pays, et en particulier la France, d'outils capacitaires adaptés à ces enjeux et à ces menaces qui deviennent de plus en plus complexes, multiples, à différents niveaux, systémiques au sens où elles s'alimentent les unes aux autres, et elles ont tendance à se fragmenter et à démontrer, et le Covid nous l'indique, que le post-Covid finalement ne va pas aplanir les difficultés, mais au contraire les exacerber et créer de nouvelles rivalités, de nouveaux enjeux de puissance qu'il faudra bien affronter demain encore plus qu'aujourd'hui. Alors, je crois indispensable de prendre en compte le fait que le combat, ce qu'on appelle le combat de haute intensité, lié effectivement à ces menaces lourdes qui pèsent et ces nuages lourds qui sont devant nous, doit être considéré comme prioritaire. Ce qui nécessite de produire des outils résilients en combat de haute intensité. Et on peut penser en premier lieu pour le combat naval, les sous-marins nucléaires d'attaque et les frégates de premier rang multirôles. Évidemment, on ne doit pas négliger le fait que d'un point de vue industriel, pour maintenir l'autonomie de production industrielle et rester dans la course pour délivrer des outils de premier plan à nos armées, nous devons continuer à assurer les jalons de dotation de nos armées, d'un porte-avions, d'une capacité de porte-avions nucléaire pour la capacité effectivement de projection de force. Donc, nous saluons pour cela l'annonce du président de la République qui a lancé le programme de porte-avions de nouvelle génération, et bien évidemment notre assurance vie de la nation, qui est construite autour de la composante sous-marine de la dissuasion, qui a un effet industriel d'entraînement de toute notre chaîne de valeur absolument fondamental, et il convient de respecter les jalons du renouvellement de notre flotte océanique stratégique, évidemment en conservant la composante
aéronautique de la dissuasion et qui est également totalement indispensable à la survie de notre pays. Alors, d'une part, je voudrais saluer l'action du gouvernement qui, très tôt au moment du déclenchement de la crise, a mis en œuvre effectivement un plan de rebond pour la partie défense et puis un plan de relance nationale dont une partie, effectivement, peut tout de même bénéficier à notre chaîne de valeur. Et nous comprenons tout à fait que des priorités aient pu être décidées à un certain moment. Manifestement, ce plan de relance possède de nombreux angles morts nous concernant, et il convient, c'est le moment de l'adapter aux besoins de notre secteur. En effet, le plan de relance défense n'existe pas vraiment. Alors certes, il y a le respect de la loi de programmation militaire qu'il est important de considérer, mais nous savons que nos industries sont duales, c'est-à-dire qu'elles travaillent à la fois dans un secteur civil et pour l'industrie de défense, c'est le cas pour le naval, qui est un chiffre d'affaires partagé entre la production civile et la production de défense. Et donc, compte tenu des difficultés que l'on observe dans l'activité civile, il y a une question de compétitivité, voire de survie de notre industrie qui se pose à moyen terme. En conséquence, nous estimons que le plan de relance doit s'adapter à cette réalité et doit nous fournir un accompagnement, une aide plus marquée pour passer le cap. Et le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est que nous sommes une industrie particulière dans le naval, nous sommes une industrie du temps long. C'est-à-dire que du fait de la complexité de l'intégration des systèmes à bord d'un navire et du fait que nous développons des outils de premier rang qui sont dans le domaine de la supériorité technologique reconnue au niveau international et que le fait que la Marine nationale les emploie montre qu'ils sont si proven, eh bien cette complexité de production de navires sur des cycles longs de la crise ne sont pas encore totalement ressentis dans notre secteur. Si l'aéronautique civile s'est arrêtée du jour au lendemain avec des conséquences systémiques dans le domaine aéronautique tout à fait évidentes et qu'il convenait de secourir cette activité, pour le naval, on a, et pour le naval de défense et pour le naval civil, disons, en production encore beaucoup de produits, effectivement, et de solutions navales, mais derrière, nous avons un problème de plan de charge avéré, de chute de plan de charge à partir de l'année prochaine pour les PME, et puis dans 2 ou 3 ans pour les grandes entreprises et les grands chantiers. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas de disposition particulière d'anticipation par une relance ciblée pour notre secteur, nous serons au devant de grandes difficultés industrielles, potentiellement, si la reprise, notamment l'exportation, et le respect des engagements en matière de loi de programmation militaire, voire l'accélération ciblée, ne sont pas au rendez-vous pour notre industrie. Je crois que nous ne pouvons pas considérer que l'avenir de notre industrie est uniquement conditionné par des décisions nationales. C'était peut-être le cas il y a quelques années. De plus en plus, ça ne sera plus le cas. Et donc, nous observons et nous saluons le fait que la Commission et les États membres ont commencé à mettre en place effectivement des dispositions, que ce soit entre gouvernements au travers de la coopération structurée permanente ou du Fonds européen de défense du côté industriel, pour faire en sorte d'accompagner et de relever les enjeux européens pour notre industrie. La difficulté que nous avons pour le secteur naval, c'est qu'effectivement, si nous, Français, nous sommes engagés au niveau européen pour renforcer la coopération et la consolidation du paysage des chantiers navals européens, puisque nous sommes trop nombreux en Europe, peut-être trop nombreux ou trop concurrents sur les mêmes segments, nous démontrons avec un rapprochement avec les Italiens, nous sommes effectivement en coopération industrielle avec d'autres pays. Force est de constater que peut-être d'autres partenaires européens sont encore en attente sur ce sujet-là. Mais notre conviction est simple. Si dans les années à venir, nous ne coopérons pas de manière plus efficace dans une dimension européenne, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons
en phase de survie et en phase de criticité par rapport à la compétition qui est de plus en plus dure avec l'industrie navale asiatique et chinoise en particulier, et puis le fait que l'industrie américaine est dynamisée naturellement par son propre marché domestique. Il faut savoir que les deux chantiers navals chinois ont fusionné, ils produisent l'équivalent du tonnage de la Marine nationale française en 3 ans, et leur retard technologique qu'ils ont par rapport à nous finira bien un jour peut-être par se combler. Et donc les outils qui sont mis en place au niveau européen sont fondamentaux pour accompagner cette prise en compte de la dimension européenne indispensable à la survie de notre industrie et donc à l'autonomie stratégique européenne. C'est facile, effectivement, c'est peut-être facile de l'exprimer, c'est plus compliqué à le mettre en place. Je vois des signaux très positifs dans le fait que les prémices du Fonds européen de défense que nous appelons l'EDIDP, donc le fonds d'aide à l'industrie de défense entre 2019 et 2020, a permis d'attribuer un appel à projet à un consortium qui s'appelle Sea Defense et qui, pour la première fois, rassemble l'ensemble des chantiers navals européens autour d'un sujet commun d'innovation et de définition des futures plateformes navales de surface. Cela montre bien que c'est possible, que par l'innovation, nous en prenons le chemin, même si c'est encore modeste, mais c'est une question de survie. Donc cette dimension européenne, elle est fondamentale. Mais les gouvernements aussi doivent prendre conscience que, comme en France, nous avons une loi de programmation militaire, au travers du mécanisme de coopération structurée permanente qu'on appelle la PESCO, les gouvernements doivent définir entre eux de manière ad hoc les coopérations sur lesquelles ils veulent se retrouver d'un point de vue capacitaire, avec des projets qui ont du sens. Il ne faut pas de saupoudrage pour qu'effectivement, en Europe, globalement, nous soyons au rendez-vous de la production des outils de combat du futur dans l'industrie navale de manière plus coopérante et qui permettront des consolidations solides face aux rivalités non européennes à l'avenir. Et cela passe aussi, pour terminer, par un dynamisme de notre industrie à l'exportation en dehors de l'Union européenne. Question de survie et de compétitivité de nos offres, c'est absolument indispensable.